Je me souviens encore du moment exact où ma femme s'est reculée loin de moi avec un sursaut, comme si j'étais couvert d'acide. C'était un mardi après-midi d'octobre, et l'odeur de l'eau de Cologne d'un autre homme persistait sur son cou alors que je me penchais pour l'embrasser en guise de salut. C'est à ce moment-là que Mélissa a prononcé ces mots qui allaient tout changer, « Ne me touche pas, Ryan ». Sa voix était froide, distante, comme si elle s'adressait à un étranger qui aurait envahi son espace personnel dans un train bondé, et non à son mari depuis 7 ans. L'eau de Cologne n'était pas la mienne, je le sais parce que je n'en porte pas, je n'en ai jamais porté, à cause d'allergies. Je me suis retiré, sentant quelque chose se briser silencieusement en moi tandis que je la regardais se détourner, les épaules tendues sous son chemisier de soie, celui de couleur vert émeraude que je lui avais acheté pour son anniversaire l'année dernière. Elle était distante depuis des semaines, mais ceci était différent. C'était délibéré. C'était tracer une ligne dans le sable. Je suis juste fatigué, murmura-t-elle, n'osant pas me regarder dans les yeux. Le travail a été infernal. Le dossier Henderson me tue. J'ai hoché la tête, reculant, lui donnant l'espace dont elle semblait soudain avoir si désespérément besoin. Bien sûr, ai-je dit, je comprends. Mais je ne comprenais pas. Pas vraiment. Pas encore. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à ses côtés, écoutant sa respiration. Ce n'était pas le son profond et rythmé auquel je m'étais habitué au fil de nos années ensemble. C'était une respiration superficielle, contrôlée, celle de quelqu'un qui feint de dormir. Son téléphone a vibré une fois sur sa table de chevet, puis une autre. Elle n'a pas bougé, mais j'ai vu ses paupières trembler sous la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux de notre chambre. Je n'ai pas pris son téléphone. Je n'en avais pas besoin. Pas encore. Mais je savais. Vous savez comment les gens parlent de leurs pressentiments, cet instinct primaire qui vous alerte du danger avant que votre esprit conscient ne puisse le traiter? Le mien me hurlait dessus, une alarme silencieuse qui résonnait dans tout mon corps. Mais je n'ai jamais été du genre à provoquer des confrontations dramatiques ou des éclats de colère. Ce n'est pas ma façon de gérer les choses. Alors, j'ai observé et attendu. Le lendemain matin, Mélissa s'est levée tôt, ce qui était inhabituel pour elle. Normalement, c'est moi qui fais le café, qui commence la journée pendant qu'elle se blottit davantage sous les couvertures en se plaignant d'avoir besoin de « juste 5 minutes de plus ». Mais ce jour-là, elle était déjà en tenue de jogging quand j'ai ouvert les yeux. « Je vais courir », a-t-elle dit, lassant ses chaussures avec une concentration inhabituelle. « Ce sera peut-être une longue course. Ne m'attends pas pour le petit déjeuner. » Il était 5h30 du matin. En 7 ans de mariage, je n'avais jamais vu Mélissa se lever volontairement avant 7 heures, à moins que la maison ne soit en feu. D'accord, ai-je dit, la voix encore rauque de sommeil. Bonne course. Elle ne m'a pas embrassé pour me dire au revoir. Elle ne m'a même pas regardé. Après que la porte d'entrée s'est refermée, je suis resté là exactement 3 minutes avant de sortir du lit. Je me suis approché de la fenêtre et je l'ai observée monter dans sa voiture, non pas en basket, mais en talons qui claquaient sur le pavé. Elle n'allait pas courir. Elle allait rencontrer quelqu'un. C'est là que j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter dans une explosion de colère et de larmes. Je n'allais pas lancer d'accusations ni exiger d'explications. J'allais savoir avec certitude avant de dire un mot. Je me suis douché rapidement, j'ai enfilé un jean et un pull bleu foncé, et je l'ai suivi. Pas dans ma voiture, elle l'aurait reconnu immédiatement. J'ai appelé un Uber et j'ai demandé au chauffeur de suivre l'Audi argenté qui se trouvait à un quart de mille devant nous. Tout va bien, l'ami, m'a demandé le chauffeur, un type nommé Kevin avec une moustache épaisse et des yeux bienveillants. J'ai juste besoin de confirmer quelque chose, ai-je répondu, gardant les yeux fixés sur la voiture de Mélissa alors qu'elle s'engageait sur l'autoroute. Kevin m'a jeté un regard entendu dans le rétroviseur. Je suis passé par là, a-t-il dit à voix basse. J'espère que vous vous trompez. Moi aussi, ai-je murmuré, même si je savais que ce n'était pas le cas. Mélissa a conduit pendant 30 minutes, pour finalement entrer dans le parking du Lakezid Hotel, un endroit connu pour sa discrétion et ses chambres chères avec vue sur l'eau. Pas le genre d'endroit où l'on va pour une réunion d'affaires à 6 heures du matin. J'ai demandé à Kevin de me déposer de l'autre côté de la rue. Vous voulez que j'attende, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Ça pourrait prendre un certain temps. Kevin a hésité, puis a griffonné quelque chose sur un reçu et me l'a tendu. Mon numéro. Appelez si vous avez besoin d'un retour ou de quelqu'un à qui parler.
J'ai glissé le papier dans ma poche et je l'ai remercié. C'était un petit geste de gentillesse, mais il a failli me briser. C'est curieux comme ça fonctionne. On peut rester entier face aux grandes épreuves, mais ce sont souvent les petits moments d'humanité inattendus qui menacent de vous faire craquer. J'ai regardé Mélissa entrer dans l'hôtel, d'un pas déterminé, assuré. Elle n'a pas regardé nerveusement autour d'elle ni vérifié si quelqu'un l'observait. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Je n'ai pas essayé de la suivre à l'intérieur immédiatement, ça aurait été trop risqué. Les hôtels ont des caméras de sécurité et un personnel formé pour repérer les personnes qui n'ont rien à y faire. À la place, j'ai fait le tour du bâtiment, étudiant la disposition. Le Lakeside avait une forme de U, avec des chambres donnant à la fois sur la rue et sur l'eau. Je me suis positionné de l'autre côté de la rue, dans un petit café avec une terrasse qui offrait une vue dégagée sur la plupart des fenêtres de l'hôtel. J'ai commandé un café et j'ai attendu, observant l'entrée tout en feignant de travailler sur mon ordinateur portable. 20 minutes plus tard, il est apparu. Jason Cooper. Le patron de Mélissa. L'homme dont le nom apparaissait sur l'afficheur de notre téléphone fixe avec une fréquence croissante ces derniers mois. L'homme dont j'avais senti l'eau de Cologne sur le cou de ma femme la veille. Il a traversé le hall avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui se croit intouchable. Costume coûteux, coupe de cheveux parfaite, alliance étincelante à sa main gauche. Je connaissais sa femme, Rebecca. Nous avions dîné avec eux 2 fois. Elle collectionnait les tasses de thé anciennes et riait un peu trop fort de ses propres blagues. Ils avaient des filles jumelles à l'université. Je les regardais entrer dans l'hôtel, sachant exactement où il allait. Pas besoin de trouver le numéro de la chambre ni de risquer d'être repéré en rôdant dans les couloirs. Je pouvais confirmer ce dont j'avais besoin depuis ma place. Effectivement, 15 minutes plus tard, je les ai vus. 4e étage, chambre d'angle avec balcon donnant sur le lac. Ils n'avaient pas pris la peine de fermer complètement les rideaux, un autre signe de leur arrogance, de leur certitude que personne ne regarderait. Je pouvais voir la silhouette de Mélissa se déplacer dans la chambre, puis celle de Jason la rejoindre. J'ai sorti mon téléphone et utilisé le zoom de l'appareil photo pour prendre plusieurs photos nettes. Pas assez explicites pour être vulgaires, mais accablantes. S'enlaçant près de la fenêtre, son chemisier émeraude si distinctif tombant au sol, la main de lui sur le bas de son dos, la guidant vers le lit. C'était suffisant. Plus que suffisant. J'ai laissé de l'argent pour mon café et je suis parti, chaque pas lourd du poids de la certitude. Je n'ai pas confronté Mélissa quand elle est rentrée 3 heures plus tard, les joues roses, prétendant avoir fait une course fantastique. Tu aurais dû voir le lever du soleil sur le lac. Je n'ai pas mentionné que je savais qu'elle avait vu ce lever de soleil à travers les fenêtres de la chambre 412 du Lakeside Hotel, avec les mains de son patron sur son corps plutôt que les miennes. Comment s'est passée ta course, lui ai-je demandé nonchalamment, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Elle a hésité juste une fraction de seconde. Bien, ça m'a vidé la tête. J'ai hoché la tête, toujours sans la regarder dans les yeux. Il y a du café. Merci, a-t-elle dit en se servant une tasse. À quelle heure est ton rendez-vous avec Ethan ce soir? Le nom de mon frère est Daniel. Ethan est mon cousin qui vit à Seattle, nous ne nous sommes pas parlé depuis 2 ans. 7, ai-je répondu, comme si de rien n'était, comme si je ne le savais pas. Je ne rentrerai probablement pas avant tard. D'accord, a-t-elle dit rapidement, trop rapidement. J'ai beaucoup de travail à rattraper de toute façon, je pourrais rester au bureau. Bien sûr, ai-je dit, levant enfin les yeux vers elle. Nos regards se sont croisés et, un instant, j'ai cru voir quelque chose, de la culpabilité peut-être, ou la peur que je puisse savoir. Mais cela a disparu, remplacé par le masque soigneux qu'elle portait depuis des semaines. Je devrais y aller, a-t-elle dit, regardant sa montre, le même geste que j'avais photographié à l'hôtel. Grosse présentation ce matin. Bonne chance, ai-je dit, et je le pensais. Non pas parce que je lui souhaitais du succès, mais parce que je me détachais déjà d'elle, de nous, de la vie que nous avions construite ensemble. À ce moment, j'ai réalisé que j'avais déjà commencé à la laisser partir. Après son départ, je suis resté assis dans notre cuisine silencieuse pendant un long moment, fixant la photo de notre mariage sur le réfrigérateur. Nous sur une plage à Hawaï, bronzés et riant, sa robe blanche flottant au vent, mes bras autour de sa taille. Nous semblions heureux. Peut-être l'étions-nous alors. Puis j'ai appelé le travail pour me déclarer malade, la première fois en 3 ans. Ensuite,
j'ai appelé mon frère Daniel. J'ai besoin de te parler, lui ai-je dit quand il a répondu. En personne. Et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions pour l'instant. Daniel, à son crédit, n'a pas hésité. Chez moi dans 1 heure. Mon frère vit dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, le genre de garçonnière qui sent perpétuellement la pizza et les chaussettes de sport. Quand je suis arrivé, il a jeté un œil à mon visage et m'a tendu une bière sans un mot. Mélissa me trompe, ai-je dit après une longue gorgée. Les mots semblaient étranges dans ma bouche, étrangers et amers. Daniel n'a pas semblé surpris. Ce fut sa propre forme de douleur. Tu le savais, ai-je demandé. Il a soupiré, s'affaissant sur le canapé à côté de moi. Je m'en doutais. Par la façon dont elle agissait au dîner de famille, la façon dont elle te regarde à peine. Je ne voulais rien dire sans preuve. J'ai des preuves, ai-je dit en sortant mon téléphone et en lui montrant les photos que j'avais prises. Je lui ai tout raconté, l'eau de Cologne, la fausse course, Jason Cooper. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Daniel quand j'ai eu fini. La confronter? J'ai secoué la tête. Non. C'est ce à quoi elle s'attendrait. Une grosse dispute, des larmes, des accusations. Ce serait presque un soulagement pour elle, je pense, que tout soit révélé. Alors quoi? J'ai pris une autre gorgée de ma bière, le plan se formant dans mon esprit au fur et à mesure que je parlais. Je vais lui donner exactement ce qu'elle a voulu. De la distance. De l'espace. Je vais devenir le fantôme qu'elle a fait de moi. Daniel m'a regardé avec scepticisme. Tu vas, juste l'ignorer? Pas exactement, ai-je dit. Je vais lui renvoyer son propre comportement en miroir. Tout ce qu'elle m'a fait, je vais le lui faire. Le détachement émotionnel, les excuses, l'absence. Mais je ne lui donnerai pas la satisfaction de savoir pourquoi. Elle ne m'a pas accordé cette courtoisie. C'est froid, a dit Daniel prudemment. J'ai ri, un son creux qui m'a même surpris. Est-ce plus froid que ce qu'elle fait? Me mentir en face tous les jours, prévoir de m'utiliser comme alibi pendant qu'elle couche avec son patron ce soir? Daniel est resté silencieux un moment. Non, a-t-il finalement dit. Je suppose que non. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai envoyé un SMS à Mélissa à 18h30. Je vais rentrer tard avec Ethan. Ne m'attends pas, elle a répondu presque instantanément, pas de problème. Débordée de travail de toute façon. Je pourrais rester chez Jen si ça se fait trop tard. Jen est son amie qui vit en ville. Je savais que Mélissa ne serait pas à l'appartement de Jen ce soir-là. Elle serait dans la chambre 412 du Lakeside Hotel, ou dans un endroit similaire, avec Jason Cooper. Je suis resté chez Daniel cette nuit-là, dormant sur son canapé plein de bosses, fixant le plafond jusqu'aux petites heures du matin. Non pas parce que j'avais le cœur brisé, même si c'était le cas, mais parce que je planifiais, calculais, me préparais pour la suite. Le lendemain matin, je suis rentré tôt, arrivant juste au moment où Mélissa sortait de la douche. Elle a sursauté en me voyant assis à la table de la cuisine. Tu m'as fait peur, a-t-elle dit, serrant plus fort sa serviette. Je ne t'ai pas entendu entrer. Désolé, ai-je répondu, sans avoir l'air désolé du tout. Comment était le travail? Épuisant, a-t-elle dit, le mensonge lui venant facilement maintenant. J'ai fini chez Jen vers minuit. J'ai hoché la tête en sirotant mon café. J'ai annulé nos plans de dîner avec les Wilson samedi. Les Wilson étaient nos amis les plus proches en tant que couple, des dîners mensuels depuis des années. Mélissa a semblé véritablement surprise. Pourquoi, a-t-elle demandé. Nous avions ce plan depuis des semaines. J'ai haussé les épaules. Je n'en avais plus envie. Ryan, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé, et je pouvais entendre la première note d'inquiétude dans sa voix. Pas une inquiétude pour notre mariage ou pour mes sentiments, mais une inquiétude que je puisse perturber le fragile équilibre qu'elle avait créé, celui qui lui permettait d'avoir sa liaison tout en maintenant sa vie confortable avec moi intacte. Rien, ai-je dit en me levant. Je suis juste fatigué. Le travail a été dingue. Je lui ai renvoyé sa propre excuse, observant la reconnaissance scintiller dans ses yeux. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai mis mon plan à exécution avec une précision méthodique. J'ai annulé des petites choses qui étaient importantes pour elle, la réservation dans son restaurant préféré pour notre rendez-vous mensuel, le massage en couple qu'elle attendait avec impatience, le week-end à la maison du lac de ses parents.
J'ai commencé à travailler tard, ne rentrant parfois que lorsqu'elle était déjà endormie. J'ai cessé de lui demander comment s'était passée sa journée. J'ai cessé de la toucher complètement. Pas de baiser d'adieu, pas de main dans le bas de son dos en se croisant dans le couloir, pas de recherche de sa présence dans le lit la nuit. Je suis devenu le mari qu'elle avait fait de moi, et ça la rendait folle. « Es-tu en colère contre moi ?» a-t-elle finalement demandé un soir, m'acculant dans notre chambre alors que je me changeais pour aller au lit. Je l'ai regardée avec la même expression vide qu'elle me donnait depuis des mois. Non. Pourquoi serais-je en colère? Tu agis bizarrement, tu es distant. Ah oui, ai-je demandé doucement. Je n'avais pas remarqué. Elle a froncé les sourcils, croisant les bras sur sa poitrine. Ryan, si quelque chose te dérange, dis-le. Ne joue pas à des jeux. L'ironie de sa déclaration a failli me faire sortir de mon personnage, me faire rire à son nez, crier ou jeter quelque chose contre le mur. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme, serein. Rien ne me dérange, ai-je dit. Je suis juste concentré sur d'autres choses en ce moment. Quelles autres choses, a-t-elle exigé, une pointe de panique se glissant dans sa voix. C'était un nouveau territoire pour elle, moi étant l'émotionnellement inaccessible, elle devant courir après mon attention. J'ai haussé les épaules. Le travail, la vie, l'avenir. Notre avenir, a-t-elle insisté, faisant un pas vers moi. Je l'ai délibérément esquivé, me dirigeant vers la salle de bain. Je vais prendre une douche. J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse répondre, m'appuyant contre elle et écoutant son soupir frustré de l'autre côté. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de récupérer ma dignité, mon pouvoir dans une situation où elle m'avait rendu impuissant. Pendant ce temps, je faisais des démarches dont elle ne savait rien. Une entreprise concurrente m'avait approché 6 mois plus tôt, mais je les avais refusées par loyauté envers mon entreprise actuelle. J'ai recontacté mon contact là-bas, leur faisant savoir que j'étais maintenant intéressé si l'offre tenait toujours. C'était le cas, avec une augmentation de salaire significative et l'opportunité de diriger ma propre équipe. J'ai accepté, fixant une date de début pour 1 mois plus tard. En ce qui concerne ma carrière, j'avais toujours joué la sécurité, choisissant la stabilité plutôt que le risque. Maintenant, avec ma vie personnelle en ruine, je me suis retrouvé prêt à prendre des risques que j'avais évités auparavant. J'ai également consulté discrètement une avocate en droit de la famille, voulant comprendre mes options avant de prendre des décisions irréversibles. L'avocate, une femme au regard perçant nommée Catherine Mercé, a examiné nos finances et m'a conseillé sur la manière de me protéger. Documentez tout, m'a-t-elle dit, et commencez à séparer vos finances maintenant. Subtilement. Il ne s'agit pas de cacher des actifs, c'est illégal et contraire à l'éthique, mais de vous assurer que vous avez vos propres comptes, votre propre crédit, votre propre filet de sécurité. J'ai suivi son conseil, ouvrant un nouveau compte dans une banque différente et y redirigeant une partie de mon salaire. J'ai fait des copies numériques de tous nos documents financiers importants et les ai stockés en toute sécurité dans le cloud. J'ai commencé à cataloguer nos actifs, déterminant ce qui était en propriété commune par rapport à ce qui avait été acquis individuellement. La liaison a continué, bien sûr. 2 fois de plus cette semaine-là, elle est rentrée à la maison sentant son eau de Cologne, ses yeux évitant les miens alors qu'elle inventait des excuses pour avoir travaillé tard ou pris un verre avec des collègues. Je n'ai rien dit, rien fait. J'ai simplement observé, cataloguant chaque mensonge, chaque trahison, construisant mon dossier en silence. Un après-midi, j'ai croisé Carla des ressources humaines dans l'ascenseur au travail. Elle avait toujours été gentille avec moi et nous discutions occasionnellement de la politique de bureau ou des projets du week-end. Cette fois, elle semblait mal à l'aise, évitant mon regard pendant que nous descendions ensemble. « Tout va bien, Carla ?» ai-je demandé. Elle a hésité, puis s'est tournée vers moi, l'inquiétude dans les yeux. « Ryan, je ne sais pas si je devrais dire quelque chose, mais il y a des rumeurs sur Melissa et Jason Cooper. » Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé une expression neutre. Quel genre de rumeurs? On les a vus ensemble en dehors du travail, beaucoup. Et Jason a des antécédents avec les employés. Elle semblait sincèrement affligée. Je pensais juste que tu devrais le savoir parce que je te respecte et que c'est déjà arrivé. La dernière femme qui s'est impliquée avec lui a fini par être mutée dans une autre succursale quand les choses ont mal tourné. J'ai hoché la tête lentement, traitant cette nouvelle information. Merci de me le dire, Carla. J'apprécie. Vous êtes un type bien, Ryan,
a-t-elle dit alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Vous méritez mieux. Cette brève conversation a confirmé ce que je soupçonnais déjà, la liaison de Jason avec Melissa n'était pas la première, et tout le monde le savait, sauf les conjoints. J'étais le dernier à savoir, la chute d'une blague que tout le bureau partageait dans mon dos. L'humiliation brûlait dans ma poitrine, mais je l'ai canalisée en détermination. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison de Melissa, il s'agissait de récupérer mon estime de moi. Le vendredi, pendant que Melissa était au travail, j'ai examiné nos finances. Nous avions des comptes séparés ainsi qu'un compte joint pour les dépenses du ménage. J'ai transféré ma part des factures du mois suivant sur le compte joint, puis j'ai retiré mon nom de celui-ci complètement. J'ai redirigé mon dépôt direct vers mon compte personnel. De petites étapes pratiques vers la séparation. Cette nuit-là, alors que Melissa dormait à côté de moi, ou faisait semblant de dormir, je ne pouvais plus faire la différence, j'ai glissé la photographie de l'hôtel dans son sac à main, niché entre son portefeuille et son agenda, là où elle la trouverait sûrement, mais pas tout de suite. Je voulais que la découverte arrive quand elle serait seule, quand je ne serais pas là pour assister à sa réaction. Le lendemain matin, je lui ai dit que j'allais pêcher avec Daniel toute la journée, un autre mensonge pour refléter les siens. En réalité, je suis allé dans un petit appartement que j'avais loué la veille, payé en espèces, à 3 villes de là. J'ai passé la journée à monter ma nouvelle vie, achetant des meubles de base, mettant les services publics à mon nom, organisant la réexpédition de mon courrier vers une boîte postale. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Melissa m'attendait, le visage pâle, les yeux rougis. La photographie était serrée dans sa main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. J'ai regardé la photographie comme si je la voyais pour la première fois. On dirait toi debout à la porte d'un hôtel. Pourquoi as-tu ça, a-t-elle exigé, sa voix s'élevant. Tu m'as suivi? Je n'ai pas répondu à sa question. Au lieu de cela, je lui ai posé la mienne. Depuis combien de temps couches-tu avec Jason Cooper? La couleur a quitté son visage. Un instant, on aurait dit qu'elle allait le nier, qu'elle allait essayer de tisser une explication élaborée pour justifier sa présence dans un hôtel à 6 heures du matin un mardi. Mais ensuite ses épaules se sont affaissées, la lutte l'abandonnant. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit faiblement. Je me suis mis à rire, un son rauque dans notre salon silencieux. C'est exactement ce que je crois, Melissa. Tu as une liaison avec ton patron marié depuis, combien de mois maintenant, tout en me mentant en face tous les jours, en te reculant à mon contact comme si j'étais répugnant, en m'utilisant comme alibi pour pouvoir le retrouver dans des hôtels. Ryan, s'il te plaît, a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant sur ses joues. Nous pouvons surmonter ça. C'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Si ça ne signifiait rien, pourquoi l'as-tu fait, ai-je demandé, sincèrement curieux. Est-ce que ça en valait la peine? Jeter 7 ans de mariage pour quelqu'un qui ne quittera jamais sa femme pour toi. Sa tête s'est redressée d'un coup. Comment sais-tu qu'il ne quittera pas Rebecca? Et voilà, la vérité qu'elle n'avait pas eu l'intention de révéler. Elle ne regrettait pas la liaison, elle regrettait d'avoir été découverte avant que son plan, quel qu'il soit, ne puisse aboutir. Il ne le fera pas, ai-je dit avec certitude. Les hommes comme Jason ne quittent pas leurs femmes pour leurs subordonnés. C'est mauvais pour leur image. Et même s'il le faisait, il te tromperait aussi. Il a des antécédents, Melissa. Tu n'es pas la première. Tu ne le savais vraiment pas? Elle a cligné des yeux, la confusion traversant ses traits. De quoi parles-tu? Demande à ton bureau. Demande à Carla DRH. Jason Cooper a un schéma. Tu es juste la dernière d'une longue liste de femmes qu'il a séduites et jetées. Félicitations pour avoir rejoint l'équipe. Mes mots l'ont frappé comme un coup physique. Elle a titubé en arrière, s'affaissant sur le canapé. Tu mens, a-t-elle murmuré, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Pourquoi mentirais-je, ai-je demandé. Qu'est-ce que j'y gagnerais? C'est toi qui as menti, Melissa. Pendant des mois. À moi, à toi-même, probablement à lui aussi. Est-ce que Rebecca le sait déjà, ou est-ce que vous faites toujours semblant que c'est juste entre vous deux? Le visage de Melissa s'est décomposé, son récit soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Je l'aime, a-t-elle dit, sa voix petite et brisée. Ce fut le coup de grâce. Pire que de découvrir la liaison, pire que les mensonges et la trahison. Elle l'aimait alors qu'elle était mariée avec moi. Alors j'espère que vous serez très heureux ensemble, ai-je dit,
ma voix remarquablement ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. Mais vous construirez ce bonheur sans moi. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, incapable de rester dans cette maison avec elle une minute de plus. Où vas-tu? A-t-elle crié derrière moi, la panique dans la voix. Dehors, ai-je répondu, utilisant le même ton vague et dédaigneux qu'elle avait utilisé avec moi pendant des mois. Ne m'attends pas. J'ai passé cette nuit-là dans mon nouvel appartement, allongé sur un matelas par terre, fixant le plafond inconnu. J'aurais dû me sentir dévasté, brisé. Au lieu de cela, je me sentais étrangement en paix. Le pire était passé, et j'avais survécu. Le matin, j'ai appelé notre ami commun, Steve, lui demandant de me retrouver pour un café. Steve nous connaissait tous les deux depuis l'université, c'est lui qui nous avait présentés à une fête d'Halloween il y a 10 ans. Melissa me trompe avec son patron, lui ai-je dit sans détour après que nous nous soyons assis avec nos boissons. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. Nous allons divorcer. La mâchoire de Steve est tombée. Mon Dieu, Ryan. Je suis vraiment désolé. Tu es sûr? Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Je lui ai montré la photographie de l'hôtel. Il n'y a pas de malentendu. Elle l'a admis hier soir. Steve a secoué la tête, l'air sincèrement stupéfait. Je n'aurais jamais pensé ça, Melissa, de toutes les personnes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. J'ai déménagé. J'ai séparé nos finances. Je vais déposer la demande de divorce la semaine prochaine. Juste comme ça? A demandé Steve. Sans te battre pour la relation? J'ai soupiré, essayant de trouver les mots pour expliquer ma décision. Il n'y a plus rien pour quoi se battre, Steve. La femme que j'ai épousée n'existe pas. Peut-être qu'elle n'a jamais existé. Steve est resté silencieux un moment, digérant cela. Que puis-je faire? A-t-il finalement demandé. Comment puis-je aider? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit, et ça va paraître étrange. Je lui ai expliqué ce que je voulais, que Steve publie anonymement sur la liaison sur un forum communautaire local. Pas avec des noms, pas avec la photographie, rien qui puisse être retracé jusqu'à moi ou Melissa directement. Juste assez de détails pour que les gens de notre cercle social fassent le lien. Pourquoi? A demandé Steve, clairement mal à l'aise avec l'idée. Pourquoi ne pas simplement laisser tomber? Parce que Melissa est déjà en train de tisser un récit, ai-je expliqué. Elle a appelé Jen hier soir après mon départ, lui a dit que j'étais émotionnellement abusif, que je suivais ses mouvements, qu'elle avait peur de moi. Jen a appelé Daniel pour prendre de mes nouvelles et il m'a tout raconté ce que Melissa a dit. Elle essaie de contrôler l'histoire, de se faire passer pour la victime. Je ne veux pas de vengeance, Steve. Je veux juste que la vérité soit connue. Steve a hésité, puis a hoché lentement la tête. D'accord, je le ferai. Mais rien qui puisse nuire à sa carrière ou quoi que ce soit du genre. Juste les faits, ai-je convenu. C'est tout ce que je veux. La publication est apparue cet après-midi-là. Le soir, mon téléphone vibrait de messages d'amis et de connaissances, certains exprimant leur sympathie, d'autres demandant confirmation, quelques-uns exprimant leur surprise que je déballe notre linge sale si publiquement. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La vérité était révélée maintenant. C'était suffisant. Melissa a appelé 17 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux allant d'excuses larmoyantes à des accusations furieuses et des supplications désespérées pour que je rentre à la maison et que nous puissions parler. J'ai écouté chacun d'eux, puis je les ai tous effacés. Au travail le lendemain, j'ai demandé une réunion avec mon patron, expliquant que je quitterais l'entreprise à la fin du mois pour une nouvelle opportunité. J'ai aussi mentionné, discrètement, que je préférerais ne pas assister à la fête de Noël du bureau, car ma femme et moi nous séparions et ce serait gênant étant donné sa relation avec Jason Cooper. Les yeux de mon patron se sont écarquillés. Jason Cooper? Vous voulez dire? J'ai hoché la tête une fois, sans donner plus de détails. Ce n'était pas nécessaire. L'implication était claire. À la fin de la journée, le bureau était en ébullition. 2 personnes sont passées à mon bureau pour exprimer leur sympathie, 3 autres ont envoyé des emails de soutien. Un collègue plus âgé qui était dans l'entreprise depuis des décennies m'a invité à déjeuner, où il a révélé que Jason avait été impliqué dans au moins 4 liaisons au travail à sa connaissance, dont 2 s'étaient terminées par des accords significatifs pour éviter des poursuites pour harcèlement.
L'entreprise le protège parce qu'il rapporte de gros contrats, a expliqué mon collègue, mais cette fois, il est peut-être allé trop loin. Coucher avec une subordonnée mariée est différent de ses flirts habituels avec des femmes célibataires. Il pourrait y avoir des problèmes de responsabilité que l'entreprise ne voudra pas gérer. J'ai hoché la tête, assimilant cette information sans commenter. Je n'avais pas l'intention de créer des conséquences professionnelles ni pour Melissa ni pour Jason, mais je n'allais pas non plus les protéger des résultats naturels de leur choix. Le lundi, j'ai rencontré une avocate en droit de la famille, une femme calme et efficace nommée Catherine qu'un collègue m'avait chaudement recommandée. Je lui ai exposé la situation, expliquant que je voulais une séparation nette et juste avec un minimum de drame. Pas d'enfants, des actifs raisonnables, une courte durée de mariage. Catherine a pris des notes en marmonnant. Nous devrions pouvoir gérer cela sans trop de complications, à moins qu'elle ne s'y oppose. Elle pourrait le faire, ai-je admis. Elle ne le prend pas bien. Les yeux de Catherine ont croisé les miens par-dessus ses lunettes. Elles le font rarement quand elles sont en faute. Mais l'infidélité est assez claire en termes de culpabilité. Si elle est intelligente, elle acceptera un accord raisonnable et passera à autre chose. Les papiers du divorce ont été signifiés à Melissa à son bureau 2 jours plus tard. Un geste mesquin, peut-être, mais je voulais que Jason Cooper le voie, qu'il sache que ses actions avaient des conséquences. Ce soir-là, l'histoire s'était répandue dans tout notre cercle social. Les regards compatissants que Melissa avait reçus, pauvre Melissa, mariée au contrôlant et paranoïaque Ryan, s'étaient transformés en chuchotements dans son dos. Le récit qu'elle avait tenté de créer s'était effondré sous le poids de la vérité. Elle s'est présentée à l'appartement de Daniel ce soir-là, ayant clairement découvert où je pouvais séjourner. Daniel m'a appelé alors qu'elle frappait à sa porte, exigeant de me parler. Ne la laisse pas entrer, lui ai-je dit. Ne t'implique pas du tout. Elle fait une scène, a dit Daniel, l'air stressé. Les voisins vont appeler la police. Qu'ils le fassent, ai-je répondu. Ce n'est pas ton problème à résoudre. Finalement, Melissa est partie, mais non sans avoir glissé une lettre sous la porte de Daniel. Il me l'a lu au téléphone, une divagation manuscrite de 3 pages, alternant entre excuses, justifications et accusations. Elle affirmait que Jason l'avait manipulée, qu'elle avait prévu de mettre fin à la liaison, qu'elle m'aimait toujours plus que tout. Elle me suppliait de rentrer à la maison, de lui donner une autre chance, de ne pas jeter par-dessus bord tout ce que nous avions construit ensemble. Qu'est-ce que j'en fais, a demandé Daniel quand il a eu fini de lire. Jette-la, ai-je dit. Ça ne change rien. 2 jours plus tard, j'ai reçu une visite surprise à mon nouveau lieu de travail, Rebecca Cooper, la femme de Jason. Elle a demandé si nous pouvions parler en privé, alors je l'ai emmenée dans un café voisin. J'ai reçu des photographies intéressantes par la poste, a-t-elle dit sans préambule, glissant une enveloppe Kraft sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photos plus explicites de Jason et Melissa ensemble, que je n'avais ni prises ni envoyées. Celles-ci ne viennent pas de moi, ai-je dit immédiatement. Rebecca a fait un geste dédaigneux de la main. Je sais. Elles viennent de l'ancienne petite amie de Jason, Alicia Martinez. Elle travaillait à la comptabilité jusqu'à l'année dernière. Apparemment, elle le surveillait, attendant le bon moment pour l'exposer. Votre demande de divorce lui a donné l'occasion parfaite. J'étais stupéfait. Je suis désolé. Ne le soyez pas, a dit Rebecca, une lueur d'acier dans les yeux. Je suis au courant des activités de Jason depuis des années. J'ai choisi de détourner le regard parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Mais ceci est différent. Melissa n'est pas une stagiaire naïve ou une nouvelle employée. C'est une femme mariée qui s'est sciemment lancée dans une liaison avec mon mari. Aucun d'eux ne mérite d'être protégé. Que allez-vous faire, ai-je demandé. C'est déjà fait, a répondu Rebecca. J'ai demandé le divorce, gelé nos comptes joints et envoyé des copies de ces photos au conseil d'administration de l'entreprise, ainsi qu'un historique détaillé du schéma de Jason consistant à s'en prendre aux subordonnés. Soit ils s'occupent de lui, soit ils feront face à un procès très public et très désordonné de ma part. J'ai étudié son visage, voyant non pas une victime, mais une adversaire redoutable qui avait été poussée trop loin. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce que vous méritez de savoir que vous n'êtes pas seul dans cette affaire, a-t-elle dit. Et parce que je veux que vous sachiez qu'aucun d'eux ne va gagner. Pas cette fois. Le mois suivant s'est écoulé dans un tourbillon de réunions juridiques, de division de biens et d'un évitement soigneusement orchestré de Melissa. Elle a tout essayé pour me parler directement, se présenter à mon travail,
envoyer des amis comme émissaires, même appeler mes parents pour plaider sa cause. Je suis resté résolu dans mon silence. Il n'y avait plus rien à dire. Jason Cooper, comme Rebecca et moi l'avions prédit, n'a pas quitté sa femme pour Melissa. En fait, selon les ragots de bureau que m'a transmis un ancien collègue sympathique, il avait été mis en congé administratif en attendant une enquête sur sa conduite au travail. 3 autres femmes avaient déposé des plaintes une fois que les preuves de Rebecca avaient atteint le conseil d'administration. L'entreprise était en mode de gestion de crise, et Jason et Melissa étaient tous deux des dommages collatéraux. 6 semaines après avoir découvert la liaison, notre divorce a été finalisé. L'accord était juste, chacun a conservé ses propres comptes de retraite et ses biens personnels, nous avons vendu la maison et partagé les bénéfices, nous avons divisé nos économies communes. Pas de pension alimentaire, pas d'enchevêtrement continu. Une rupture nette. J'ai signé les papiers sans émotion, regardant Melissa faire de même, des larmes coulant sur son visage. C'était la première fois que je la voyais en personne depuis la nuit de mon départ. Elle semblait plus petite, en quelque sorte diminuée. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» a-t-elle demandé alors que nous sortions du bureau de l'avocat, se tenant trop près de moi sur le parking. Mettre fin aux choses comme ça, sans même essayer. Je l'ai regardée pendant un long moment. Ce n'est pas ce que je voulais, Melissa. Je voulais que notre mariage fonctionne. Je voulais que tu sois la personne que je pensais que tu étais. Mais on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Je t'aime toujours, a-t-elle murmuré, cherchant ma main. J'ai reculé, gardant la distance entre nous. Non, ce n'est pas vrai. Tu aimes la vie que nous avions, la stabilité, le confort. Mais tu ne m'aimais pas assez pour être fidèle ou honnête. Et je ne t'aime plus assez pour pardonner ça. Alors c'est tout, a-t-elle demandé, une lueur de l'ancienne Melissa, vive, défiante, perçant à travers ses larmes. C'est temps et tu peux simplement partir sans regarder en arrière. J'ai secoué la tête. Je n'ai fait que regarder en arrière ces 6 dernières semaines, Melissa. Tout ce que j'ai vu, c'est à quel point j'étais aveugle, à quel point j'étais prêt à ignorer les signes parce que je ne voulais pas affronter la vérité. J'ai fini de regarder en arrière. Maintenant, je vais de l'avant. Sans moi, a-t-elle dit, la voix creuse. Oui, ai-je convenu, sans toi. Je me suis dirigé vers ma voiture sans me retourner, même quand je l'ai entendu crier mon nom une dernière fois. Certaines fins n'ont pas de résolution nette ni de conversation finale cathartique. Certaines fins sont juste des fins. Mon nouveau travail s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin, un travail stimulant, des collègues qui me soutenaient et un nouveau départ où personne ne me connaissait comme le type dont la femme l'avait trompé avec son patron. Je me suis plongé dans les projets, travaillant de longues heures non pas pour éviter de rentrer dans un appartement vide, mais parce que j'appréciais sincèrement ce que je faisais. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de construire quelque chose pour moi, pas pour nous. 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé Rebecca Cooper dans un café du centre-ville. Elle m'a reconnu immédiatement, me faisant signe de la rejoindre à sa table. J'ai hésité, puis je me suis assis en face d'elle. Ryan Taylor, a-t-elle dit en étudiant mon visage. Vous avez meilleure mine que la dernière fois que je vous ai vu. La dernière fois qu'elle m'avait vu, c'était lors de la séance de médiation finale pour nos divorces respectifs, où nous nous étions brièvement reconnus par de sombres hochements de tête de solidarité. Comment allez-vous, Rebecca, ai-je demandé, sincèrement curieux. Elle m'avait toujours semblé être une femme aimable coincée dans un mariage avec un homme qui ne la méritait pas. Libre, a-t-elle dit sans embâche, levant sa main gauche pour montrer son annulaire nu. Et étonnamment bien avec ça. Les filles s'épanouissent à l'université. La maison s'est vendue à un bon prix, et j'ai gardé la moitié de tout, y compris sa précieuse collection de voitures. Elle a souri, une expression féroce et triomphante qui a transformé son visage. Il s'avère que Jason avait des liaisons depuis des années. La vôtre n'était pas la première femme de laquelle il s'est servi. J'ai grincé des dents à sa formulation. Melissa n'était pas innocente. Rebecca a fait un geste dédaigneux de la main. Bien sûr que non. Il faut être 2 pour danser le tango, comme on dit. Mais Jason, lui, avait un système. Des jeunes femmes ambitieuses qui lui rendaient directement compte. Il les encadrait, les promouvait, les faisait se sentir spéciales. Puis, quand elles étaient suffisamment reconnaissantes et impressionnées par lui, il passait à l'acte. Elle a pris une gorgée de son café. Saviez-vous qu'on lui a aussi demandé de quitter l'entreprise? Trop de plaintes,
trop de responsabilités. Je ne le savais pas. Je m'étais isolé de toute nouvelle concernant Jason Cooper ou Melissa depuis des mois. Et Melissa, me suis-je retrouvé à demander, malgré mon bon jugement. L'expression de Rebecca s'est légèrement adoucie. Elle est partie aussi. Elle a déménagé à Chicago, j'ai entendu dire. Un nouveau départ. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange d'émotions, le soulagement qu'elle soit partie, la tristesse pour ce qui aurait pu être, une colère persistante qui commençait enfin à s'estomper. Pour information, a dit Rebecca, tendant la main sur la table pour toucher brièvement la mienne, je pense que vous avez géré tout cela avec une dignité remarquable. La plupart des hommes auraient opté pour la tactique de la terre brûlée. J'y ai pensé, ai-je admis, mais ce n'est pas moi, ni qui je veux être. Rebecca a souri, une chaleur sincère dans ses yeux. Eh bien, qui que vous soyez, Ryan Taylor, je pense que vous allez vous en sortir. En rentrant à pied du café, j'ai réalisé qu'elle avait raison. J'allais m'en sortir. Mieux que bien, en fait. La douleur n'avait pas complètement disparu, je doutais qu'elle le ferait un jour, mais elle s'était transformée en quelque chose de gérable, quelque chose que je pouvais porter sans qu'elle m'écrase. Mon nouveau poste est venu avec une opportunité inattendue, diriger un projet qui nécessitait une collaboration fréquente avec un autre département. C'est ainsi que j'ai rencontré Laura, une conceptrice de produits avec un esprit vif et un sens de l'humour encore plus aiguisé. Elle ne ressemblait en rien à Melissa. Elle portait des chaussettes dépareillées exprès, collectionnait les appareils photo anciens et avait un rire fort et débridé qui faisait tourner les têtes dans les restaurants. Nous avons commencé comme collègues, sommes devenus amis, et finalement, quelque chose de plus. J'étais prudent au début, les blessures de mon mariage encore fraîches, mais Laura a été patiente, comprenant mon hésitation sans le prendre personnellement. Tout le monde a ses bagages, m'a-t-elle dit un soir alors que nous marchions le long de la rivière après le dîner. L'important est de trouver quelqu'un qui vous aide à les porter, pas quelqu'un qui en ajoute davantage. 6 mois après le divorce, j'ai reçu une lettre de Melissa. Elle avait été réexpédiée de ma boîte postale, bien que je n'ai aucune idée de comment elle avait trouvé cette adresse. Un instant, j'ai envisagé de la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emporté. La lettre était brève, juste une demi-page. Elle écrivait qu'elle était installée à Chicago, travaillait dans une nouvelle entreprise, voyait un thérapeute 2 fois par semaine. Elle s'excusait, non pas avec les supplications désespérées de ses tentatives précédentes, mais avec une reconnaissance silencieuse de la douleur qu'elle avait causée. Elle ne demandait ni pardon ni réconciliation, elle voulait simplement que je sache qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait jeté par-dessus bord et qu'elle essayait de devenir quelqu'un qui ne commettrait pas les mêmes erreurs à nouveau. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe, ne sachant pas trop quoi penser de son contenu. Il fut un temps où de telles excuses auraient tout signifié pour moi. Maintenant, ce n'était que des mots sur du papier de quelqu'un qui était devenu une étrangère. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire entre nous. Mais je n'ai pas jeté la lettre non plus. Je l'ai gardée dans une boîte avec d'autres souvenirs de ce chapitre de ma vie, non pas pour la revisiter régulièrement, mais pour reconnaître que cela s'était produit, que cela m'avait façonné de manière à la fois douloureuse et profonde. Parfois, dans des moments calmes, je pense encore à Melissa. Pas avec nostalgie ou regret, mais avec une sorte de curiosité distante. Je me demande si elle a trouvé ce qu'elle cherchait à Chicago. Je me demande si elle a appris quelque chose de ce qui s'est passé entre nous. Je me demande si elle m'a jamais vraiment aimé. Mais ces pensées viennent moins souvent maintenant, avec moins d'intensité. Elles sont remplacées par de nouveaux souvenirs, de nouveaux espoirs, de nouveaux plans pour un avenir que je n'aurais pas pu imaginer il y a 1 an. La semaine dernière, j'ai croisé Jen, l'ancienne amie de Melissa, au supermarché. Elle semblait mal à l'aise en me voyant, se balançant d'un pied sur l'autre pendant que nous échangions des salutations gênées au rayon des légumes. « As-tu eu de ces nouvelles » a finalement demandé Jen, incapable de contenir sa curiosité. « Oui » ai-je dit sincèrement. Elle m'a écrit une lettre. Jen a hoché la tête, se mordant la lèvre. Elle m'appelle parfois, tard le soir, généralement. Elle a l'air perdue. Je ne savais pas quoi répondre à cela. J'ai ressenti une pointe de quelque chose, pas de la satisfaction de son malheur, mais un sentiment de justice, peut-être. Les actions ont des conséquences, les choix ont des coûts. Elle demande de tes nouvelles, a poursuivi Jen, observant attentivement mon visage. Si tu vois quelqu'un, si tu parles jamais d'elle. Que lui dis-tu, ai-je demandé. La vérité, a répondu Jen. Que tu as l'air heureux,
que tu as tourné la page. J'ai hoché la tête, appréciant son honnêteté. J'ai tourné la page, Jen. J'espère qu'elle le fera aussi. Alors que je m'éloignais, Jen m'a appelé. Elle regrette, tu sais, ce qu'elle a fait. Elle dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. J'ai fait une pause, me retournant pour la regarder. C'en était probablement une, ai-je convenu. Mais ça ne change rien. Et c'est vrai. Tous les regrets du monde ne peuvent défaire le passé. Toutes les excuses ne peuvent reconstruire la confiance brisée. Toutes les larmes ne peuvent effacer les décisions que nous prenons et la douleur que nous causons. Mélissa a fait son choix. J'ai fait le mien. Nous devons tous les deux vivre avec les conséquences. Mais voici la chose curieuse à propos des conséquences, ce ne sont pas toujours des punitions. Parfois, ce sont des opportunités déguisées en fin. Parfois, ce qui semble être la pire chose qui puisse vous arriver s'avère être exactement ce dont vous aviez besoin pour devenir la personne que vous étiez destiné à être. Le lendemain de ma rencontre avec Jen, j'ai emmené Laura dîner dans un nouveau restaurant avec vue sur la ville. Alors que nous étions assis l'un en face de l'autre, la douce lueur des bougies se reflétant dans ses cheveux sombres, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne portais plus le poids de mon mariage raté. Je n'étais pas défini par la trahison de Mélissa ou ma réponse à celle-ci. J'étais simplement présent, profitant de la compagnie de quelqu'un qui me voyait clairement et aimait ce qu'elle voyait. « À quoi penses-tu » a demandé Laura, me surprenant en train de la fixer. « À l'avenir » ai-je dit honnêtement. Et à la façon dont il faut parfois perdre ce que l'on pensait vouloir pour trouver ce dont on a vraiment besoin. Elle a souri, tendant la main sur la table pour prendre la mienne. C'est très philosophique pour un mardi soir. J'ai mes moments, ai-je répondu en serrant doucement ses doigts. Plus tard dans la soirée, alors que nous rentrions à notre appartement maintenant, en fait, bien que nous n'ayons pas officiellement emménagé ensemble, Laura m'a posé une question qui m'a pris par surprise. T'inquiètes-tu parfois que ce qui s'est passé avec Mélissa puisse se reproduire, avec nous, je veux dire ? Je me suis arrêté de marcher, me tournant pour la regarder sous la lueur d'un lampadaire. Avant, oui, ai-je admis. Pendant longtemps, j'ai pensé que je ne ferais plus jamais confiance à personne, que j'attendrais toujours que le couperet tombe. Et maintenant, a-t-elle insisté, ses yeux cherchant les miens. Maintenant, je réalise que vivre comme ça n'est pas vivre du tout, ai-je dit. Je ne peux pas contrôler ce que font les autres. Je ne peux contrôler que ma façon de réagir. Et je choisis de croire en la possibilité de quelque chose de bien, même en sachant que je pourrais être à nouveau blessé un jour. Le sourire de Laura était doux, compréhensif. C'est très courageux. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas courageux, c'est nécessaire. L'alternative est de se fermer complètement, et ce n'est pas une façon de vivre. Alors que nous continuions à marcher main dans la main sous les étoiles, j'ai pensé au voyage qui m'avait mené jusqu'ici, de l'homme qui avait entendu sa femme dire « Ne me touche pas » et senti son monde s'effondrer, à l'homme qui était parti sans un mot et avait reconstruit sa vie sur les cendres de ceux qui avaient été perdus.